Bonjour à chacun. Merci beaucoup, Dr Sodji, déjà de nous inviter. Alors nous sommes deux, en fait, et c'est par l'intermédiaire de Camille Lorgue que je suis ici. Donc merci à Camille. Donc Valéria Milewski, effectivement, je suis biographe hospitalière pour des personnes gravement malades. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette démarche. Je suis aussi docteur en sciences du langage. Donc, avant de me présenter et surtout de vous présenter la démarche et de beaucoup laisser la parole à Camille qui est ici chez elle. Hein, donc, moi, pas du tout. Donc, c'est vraiment Camille qui va vous expliquer les bénéfices, les bénéficiaires, bien sûr, de cette démarche. Donc, avant tout, déjà Camille, dire quelques mots sur toi. Moi, j'exerce je ne peux pas dire encore aujourd'hui métier, donc cette belle approche depuis bientôt 18 ans en onco-hémato à Chartres. Et puis j'ai eu la chance de former de nombreuses personnes, dont Camille, qui a été une des premières, dans la première promo, on parlait de DU pour Isabelle Galichon, mais la première promo du DU biographie hospitalière en fac de médecine à Lille, et un DIU l'année prochaine en fac de médecine à Strasbourg. Donc déjà félicitations Camille pour ce diplôme. Et sinon Camille, je l'avais formée il y a une petite année. Peut-être vous parler de la biographie hospitalière et un peu de la genèse. C'est un peu probablement naïf, et j'en suis confuse de vous dire que c'est un matin au réveil que j'ai eu cette idée, il y a un peu plus de 20 ans, peut-être 24 ans, mais c'est la réalité. Donc je ne peux vous dire que ça. Et pour avancer sur cette évidence, en fait, je me suis formée à la biographie généraliste, je suis devenue bénévole accompagnante. Je n'étais pas du tout dans le domaine du soin, moi j'étais plutôt du côté artistique et littéraire. Et puis j'ai rencontré un jour cette magnifique équipe à Chartres, et chemin faisant, donc depuis 2007, même si l'idée était antérieure, le temps concrétisé, depuis voilà, bientôt donc 18 ans, je partage mes journées avec cette équipe. Et nous avons eu la chance de former aujourd'hui une cinquantaine d'individus. Et à ce jour, il y en a une bonne vingtaine qui exercent en France, alors dans des services bien sûr de soins palliatifs, mais pas que. Hein, ça peut être en neuro, auprès aussi du sujet âgé, aussi en pédiatrie, auprès des enfants, donc dans une cinquantaine de services et puis également à domicile. Les étapes un peu notoires de la biographie hospitalière, outre ce DU, qui est quand même un grand pas pour nous, eh bien c'est une recherche en 2012. D'ailleurs, peut-être que vous vous souvenez, Dr Goupy, vous étiez intervenu à Nanterre. Et pour nous, c'était une vraie découverte. C'était notre première journée thématique sur récit de vie et maladies graves. Et vous nous aviez parlé de la médecine narrative que je dois avouer, je ne connaissais pas. Donc ça a été mes premiers pas vers la médecine narrative. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Rita Charon. Donc ça a été, voilà. Et en fait, on a eu l'impulsion ensuite je regarde mon petit chrono, l'impulsion ensuite de faire de la recherche, bien sûr, soutenue par notamment Régis Sommet, qui est aujourd'hui président de notre association, Passeurs de mots et d'histoire. En 2017, nous avions convié Philippe, comment il s'appelle d'APA, le jeune, Philippe le jeune, bien sûr, à un congrès, le premier congrès de la biographie hospitalière. J'ai dû aussi aller vers un sujet de thèse, puisqu'il n'existait rien en fait sur la biographie hospitalière. Donc c'est tout simplement de proposer, et Camille va vraiment développer, de proposer à des personnes très gravement malades et ou en situation palliative de raconter des moments de leur vie. Tout à l'heure, je vais vous faire quelques témoignages et de recevoir eux-mêmes ou un proche désigné le livre de leur vie, un livre de très belle facture. Nous faisons partie d'une équipe, hein, on ne vient pas, voilà, on fait vraiment partie d'une équipe et ça c'est essentiel. Au niveau de la recherche, aujourd'hui il y a de la mesure d'impact, on continue la recherche Cali et Canti aussi, et puis on s'inscrit avec la plateforme nationale de la fin de vie à un programme beaucoup plus large. Ça va ? J'ai respecté mon temps. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Camille qui va vous parler de manière plus approfondie, et peut-être qu'on aura le temps de quelques questions en fin d'après-midi. Elle va vous parler des bénéficiaires et des bénéfices.
C'est ça. Je vais vous parler un peu plus précisément de ce qu'apporte la biographie hospitalière. La biographie hospitalière, elle a 4 bénéficiaires, 4 grands bénéficiaires. Il y a notamment les patients, les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on va aller leur proposer un temps, une rencontre, une nouvelle rencontre sans blouse. Certains diront qu'on est soignant, certains diront qu'on n'est pas soignant, chacun se retrouve là où il a envie d'aller. Donc l'idée pour le patient, c'est donc de lui proposer ce temps de parole, d'être un peu plus loin de la maladie et peut-être un peu plus proche de lui, de permettre de s'ancrer, de revenir dans ses souvenirs. Et en fait, finalement, il y a cette image qui revient, c'est qu'au fil des souvenirs, au fil du récit où pourtant au début il n'avait rien à raconter, il va se redresser et il va être incarné, il est lui. Il y a aussi des bénéfices qui ont été remarqués, il y a un constat par les médecins, c'est que ça va soulager la douleur existentielle, mais aussi la douleur physique, parce que dès la première rencontre avec le biographe hospitalier, le patient, dès la première nuit, va demander beaucoup moins d'antidouleurs, beaucoup moins de morphine. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient apaiser. Ça vient aussi redéfinir une place au sein de la famille, puisque l'idée aussi c'est la transmission d'une parole, donc à travers un livre qui est relié, un livre d'art. Donc il y a vraiment cette ambition aussi de laisser trace, au-delà de l'instant T de cette rencontre, il y a cet objet qui va perdurer dans le temps. Donc ça, on pourrait dire plein d'autres bénéfices sur le patient, mais en tout cas, voilà, ça c'est les grands bénéfices et les grands bienfaits. Pour la famille, c'est surtout l'objet livre qui reste. Certains bénéficiaires, certaines familles vont dire que ce livre, c'est comme un doudou. Et quand ils le lisent, la personne, la mère, la grand-mère, le frère, il ou elle est là. Et donc c'est vraiment ça, nous, notre rôle en tant que biographe, c'est de porter la parole sans la romancer, l'idée c'est vraiment de traduire sans au maximum, le moins possible trahir, et vraiment porter cette parole-là. Donc pour les proches, ça va être ce livre qui va aussi faciliter le deuil, qui va prévenir les deuils pathologiques. Et il y a aussi un espace de parole qui va s'ouvrir entre eux et leurs proches. Pour les soignants, ils vont être de nouveau intégrés dans un nouveau soin, dans une nouvelle démarche, c'est-à-dire que là où ils n'ont plus le temps de justement passer du temps avec les patients, ils vont avoir cette possibilité, puisqu'on est intégrés dans une équipe, de proposer à leurs patients cette nouvelle rencontre. Donc ça va redonner du sens à tout leur accompagnement qu'ils proposent au sein de leur service. Et enfin, il y a la société. Le dernier bénéficiaire de cette démarche, c'est vraiment la société, puisque la mort, aujourd'hui, elle est taboue, elle est obscène, elle est en dehors de la scène. Et là, on vient réinterroger sa place, prendre soin des patients qui sont en fin de vie. Et donc vraiment, c'est une sorte de nouveau rite. Donc voilà pour les bénéfices. Je te laisse la parole pour les témoignages. Merci Camille. Alors on a décidé avec Camille de vous lire 3 choses assez rapides. La première, c'est le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Bernard, qui a 54 ans. C'est un article qui est paru dans Psychologie Magazine. J'ai toujours eu envie d'écrire un livre sur ma vie, mais je n'y suis jamais arrivée. Et puis voilà que l'an dernier, quand j'ai été hospitalisée pour un cancer très douloureux et irréversible, je suis tombée sur une affiche qui proposait les soins de Camille. Je me suis dit, c'est pour moi. J'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai une âme artistique, mais j'ai raté les beaux-arts. Et j'ai écrit une 50aine de chansons jamais enregistrées. Je suis très aimée par ma famille. Je veux leur donner des réponses aux questions qu'ils se posent à mon sujet et remettre en ordre les choses folles que certains pensent de moi. J'espère créer une harmonie plus grande avec tous mes proches, de mon vivant ou après ma mort. J'avance. Je vais raconter ma vie et tout sera dit. Il y a longtemps, j'ai parlé à un psy, ça m'avait déjà fait du bien de mettre des mots sur des choses très profondes, mais après chaque séance, tout s'envolait. Il ne me restait que de vagues souvenirs de ce que j'avais pu dire. Là, c'est différent.
Je n'ai encore rien lu de mon livre, mais j'ai confiance. Ce sera du Bernard. Moi, je vais partir, mais il va rester toutes mes chansons inconnues et ce livre. C'est énorme. Je suis en train de réussir ce que j'ai raté toute ma vie. Je vais laisser toutes ces nouveautés en héritage. J'ai commencé à parler à Camille il y a 9 mois. On avance, lentement. J'ai déjà été très proche de la mort. Mais chaque fois je reviens et je me dis que je n'ai pas fini. Au fur et à mesure, des choses remontent à ma mémoire, tout s'éclaire. Jour après jour, je comprends mon histoire et je me pardonne. J'espère que ce livre se terminera bien. Le plus beau des happy ends, ce serait une extrême légèreté de l'âme. Ça, c'est Bernard. Maintenant, si vous le permettez, Camille, elle vous a dit quelque chose d'essentiel, c'est que quand je le lis, il est là, je l'entends, je le sens, parce qu'en fait, on est dans une écriture, évidemment, on parle de l'oral, et on est dans une retranscription la plus fidèle possible, en prenant grand soin aussi de ceux qui vont rester vivants. Et là, si vous le voulez bien, je vais vous lire 2 courts verbatim. Le premier, c'est un monsieur qui a 65 ans. Il est... Non, j'ai pas envie de vous le dire, vous allez le découvrir dans son récit. Son titre, c'est « Mon Olivier ». J'ai attrapé un virus dans les poumons, 3 semaines de réanimation, 15 jours de sommeil profond obligatoire, de coma artificiel. J'étais trop agitée, il fallait m'endormir. Après la réanimation, ils m'ont remonté chambre 106. Il a fallu réapprendre à marcher, parler, voir. C'est ce que ça m'a fait. Quand j'étais en réanimation, j'ai fait un rêve qu'on a du mal à imaginer. J'ai voyagé. J'étais en train de faire la circulation en pleine gare et je suis allée voir mes parents en Algérie. Tout le monde chantait, les infirmières. Je les entendais, mais je ne les voyais pas. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est retourner en Kabylie. C'est mon rêve de retourner là-bas, envie de passer par les petits chemins, de suivre ces petits chemins où j'ai marché pieds nus, me mettre sous l'ombre de l'arbre, aller voir les gens que j'ai aimés au cimetière, ma grand-mère maternelle, mes oncles, mon père, ma mère. Un père et une mère, on ne les aime pas, on s'aime soi. Quand je suis revenue de réanimation, mon seul désir était de retourner sur la tombe de mes parents, leur demander pardon, même au-delà. J'ai peut-être pas fait mon devoir, alors pardonnez-moi. C'est ça que je veux leur dire. Le fait que j'ai vu la mort de près, ça change les choses. Par exemple, cet après-midi, quand je vais sortir de l'hôpital et que je serai à la maison, il faut que je renifle les murs. On aime bien les choses quand on ne les a pas. Ça, c'est ce monsieur. Un autre exemple, c'est juste pour que vous voyez qu'il y a effacement du biographe. D'ailleurs, nous ne signons pas les livres qui sont offerts. Ce monsieur, il disait très très souvent, on va l'appeler Pascal peut-être, il disait souvent « Le soleil se lève le matin et brille pour tout le monde ». Donc c'est le titre de son livre. Demain, je vais aller manger chez mon frère avec ma mère et ma sœur. Il habite derrière Bron, dans le département 28. Ma belle-sœur, elle a une spécialité, cocotte avec des morilles et poulardes, un vrai délice. Demain, j'y vais, mais je peux rester des semaines sans voir personne. Ça ne me perturbe pas, même si j'aime bien voir le monde aussi. Des fois, ça m'arrange juste de rencontrer personne. Ça va plus vite pour les courses. Il y a quand même des moments incontournables. Noël, par exemple. Le 24, c'est chez ma mère avec ma sœur. Cette année, le jour de Noël, j'étais chez mon fils. Il y avait les 4 enfants. L'après-midi, j'avais encore 39,5 de fièvre, comme tous les jours d'ailleurs. Ce jour-là, et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé du caviar chez mon fils. C'était un caviar d'Iran. Le goût de l'iode, j'ai vraiment aimé. On était 5 adultes, alors 5 kilos à 4 000 € le kilo, et c'est pas le plus cher, mais de là à le manger à la louche. Je me suis allongée après. Avant, quand j'avais 38 de fièvre, j'étais KO. Et là, avec 39,5, je ne le sens même pas. J'ai mal nulle part, aucune douleur, rien. La vie est bizarre. Ce que je veux exprimer avec ce livre, avant tout, c'est tout l'amour que je peux avoir oublié d'avoir donné. Tout mon petit noyau familial, c'est pas possible de les aimer autant que je les aime. C'est ça le message que j'ai envie de dire à ma famille et à mes petits-enfants. Qu'ils le lisent, c'est bien, mais qu'ils le comprennent, c'est ça le plus important. Et puis peut-être si j'ai encore quelques minutes pour vous parler de Annabelle, voir vraiment tous les bénéfices, ça va être très rapide. Je pense qu'on a encore 2 minutes.
Annabelle, elle a 6 ans. Son papa était cuisinier. Il ne pouvait plus du tout se nourrir et à un moment donné, dans l'évocation de ses souvenirs d'enfance et de la cuisine de sa maman, il parle d'un gâteau au chocolat et en le nommant, ça lui redonne de la vie, de l'envie. Et il mange un petit gâteau pas forcément très bon à l'hôpital sous plastique. Donc son épouse est très émue. Et puis il m'apprend beaucoup de choses, ce patient. Il meurt, je remets une année plus tard le livre à son épouse qui le donne à Annabelle. Annabelle, elle a 6 ans. Elle l'ouvre et elle voit à Annabelle. Elle déchiffre, elle comprend que ce livre est pour elle. Elle a un sourire merveilleux. Elle voit des pages blanches à la fin. Donc elle s'assied à côté de mon bureau et elle commence à dessiner papa, maman, sa petite sœur et elle. Et elle ne peut pas lire encore ce que son papa lui a laissé comme message. Mais moi, je sais que dans ce livre, il y a des mots d'amour qui lui sont destinés, puisqu'il a réussi à parler d'amour, ce qui lui était difficile. Donc, ce monsieur, lorsqu'il a aussi été hospitalisé pour vous prendre tous les bénéficiaires, lui-même, ses proches et les soignants, comme le rappelait Camille, l'étude montre que il a été plus apaisé, en tous les cas, il sonnait moins. Et puis aujourd'hui, on en parle encore de ce monsieur. C'est quelqu'un qui m'a montré le chemin, parce que c'était avec eux comme ça n'existait pas. C'est vraiment avec tous les patients et les soignants à mes côtés que j'ai appris. À toi pour conclure, chère Camille, si tu as une minute. Oui, j'ai une petite minute. Merci à Maxime Sodji de nous avoir invités aujourd'hui pour vous parler justement de la biographie hospitalière, qui est une sorte de démarche cousine de la médecine narrative, une démarche complémentaire. Et vous aurez compris les similitudes, le récit de vie, le sens redonné, la parole redonnée qui est au cœur. Vous aurez aussi compris les différences, la présence d'un biographe formé qui recueille la parole orale et qui est remis dans un livre, donc cet objet tangible qui reste. Mais voilà, ce sont deux façons de réenchanter le soin, d'y réintroduire l'humain, le sens et le récit de vie. Alors merci pour ce temps.